La station Nexus était un symbole de chaos ordonné dans la vaste arène de la politique interplanétaire où la valeur des espèces était déterminée par l'efficacité de leurs acides digestifs et la netteté de leurs dents. Le centre diplomatique étincelant qui oscillait sans but dans l'espace, comme une roue chromée en crise existentielle, accueillait des dignitaires de 47 cultures distinctes. Les espèces avaient passé des millénaires à perfectionner l'art de se regarder de haut, établissant une hiérarchie rigide qui semblait être soutenue par la gravité artificielle de la station. Les prédateurs les plus redoutables occupaient les échelons les plus élevés de la chaîne alimentaire céleste, comme si l'évolution avait privilégié la force brute à l'intelligence. Les étages supérieurs de la station furent pris d'assaut par la délégation Vorak qui possédait des écailles d'obsidienne et des yeux capables de faire fondre le titane à une distance de 20 pas. Les Kélani qui vivaient à proximité se faufilèrent silencieusement dans les quartiers exécutifs, leur fourrure d'ébène dansant avec des muscles capables de briser une lune. Les Aphiriens n'étaient pas en reste non plus. Ils s'installèrent sur les ponts d'observation où ils fixaient d'un regard menaçant les étoiles qu'ils considéraient comme des proies potentielles. Les carnivores de niveau intermédiaire, les omnivores, les herbivores et les espèces de maintenance complétaient l'ensemble cosmique, les réalisations évolutives de chaque groupe étant énumérées par ordre décroissant de proéminence. Ces sociétés malheureuses avaient fait le sacrifice ultime en privilégiant le développement des pouces avant les crocs, l'intellect avant la force et la philosophie avant la capacité de décapiter efficacement leurs voisins. Parmi ces créatures prétendument inférieures, les humains avaient sombré à un niveau où ils avaient littéralement besoin d'équipements miniers pour le découvrir. Les gens d'autres galaxies avaient regardé les humains avec la distance clinique habituellement réservée aux microbes très insignifiants. Tenez-vous droit. Bon pouce des deux côtés. Arme naturelle incroyablement pitoyable. Une expérience humiliante avec une morsure puissante. En résumé, il est bon pour la garde et rien d'autre. Un dirigeant byzantin aurait été impressionné par l'infrastructure bureaucratique qui dirigeait cette folie interespèce. Quelqu'un était censé traiter les formulaires, mais ils étaient classés en triple exemplaires traduits en 47 langues, bénis par 3 chefs religieux de différents systèmes philosophiques, puis rapidement ignorés. Après 12 sessions consécutives, le comité d'efficacité diplomatique a finalement décidé de former un sous-comité pour déterminer s'ils étaient vraiment nécessaires. Une déclaration infâme de l'ambassadeur Vortar Kathnol affirmait que la structure hiérarchique de la station reflétait la domination évolutive les puissants dirigeant les moins puissants vers leur position légitime dans le cosmos. Tout le monde était occupé à déterminer la distance minimale qui devait être maintenue entre les voies respiratoires de l'ambassadeur Kathnol, tandis que les espèces prédatrices éclataient en applaudissements tonitruants à cette annonce. Naturellement, l'ironie était que les bureaucrates qui prétendaient être intellectuellement inférieurs étaient responsables de la conception de la mise en œuvre et du maintien de ce système de suprématie organisée. Plus complexe que la plupart des campagnes militaires étaient les horaires de nettoyage. Les systèmes de gestion des déchets étaient un cauchemar logistique qui aurait vaincu même les forces combinées de Sun Tzu, Napoléon et Hannibal, et les contrôles environnementaux nécessitaient des diplômes en xénobiologie et en ingénierie atmosphérique. Cette réalité désagréable, cependant, ne semblait intéresser personne. Personne n'était plus surpris que les prédateurs supérieurs qui pensaient que la station fonctionnait sans heurts, grâce à leurs compétences innées en leadership et non à cause des travailleurs industrieux qu'ils jugeaient à peine sentients. La vie a une tendance à lancer des balles courbes que personne n'a demandées, et Tobias Merrick,
n'avait certainement pas l'intention de devenir le concierge le plus compétent de la galaxie. Il avait cette sorte de compétence usée qui vient du fait d'avoir vu ses rêves écrasés par la réalité puis reconstruits en quelque chose de plus pratique, et il avait 43 ans. L'homme aux cheveux grisonnants et à la salopette toujours souillée était un homme qui avait découvert la beauté dans le dégradé, le sens dans l'insignifiant et l'humour occasionnel dans le ridicule. Il avait atterri sur la station Nexus il y a 5 ans dans le cadre d'un programme d'échange culturel qui sonnait beaucoup plus grandiose qu'il ne l'était en réalité, une entreprise par l'humanité. C'était censé être une démonstration de brillance et d'adaptabilité pour la communauté galactique. Au contraire, il avait appris que la liaison culturelle n'était en réalité qu'un terme générique pour désigner quelqu'un dont le travail consiste à nettoyer après des créatures dont les processus de digestion violent de multiples lois physiques. Bien que ses professeurs d'université auraient désapprouvé ses connaissances en ingénierie atmosphérique, c'était étonnamment avéré utile pour son nouvel emploi. Afin de maintenir les deux espèces en vie et à l'aise, Tobias a dû improviser un petit tampon environnemental lorsque les exigences de respiration de soufre des délégués thermiens sont entrées en conflit avec le système de respiration à branchies de l'ambassadeur aquarien. Tobias avait élaboré un plan de supplémentation minérale qui nourrissait le représentant du collectif cristallin lorsqu'il a commencé à réellement s'incruster dans les murs, tout cela sans compromettre la stabilité structurelle de la station. Naturellement, l'espèce prédatrice attribuait ses avancées à son leadership astucieux et non à l'ingéniosité des ouvriers de maintenance. Pour des raisons à la fois pratiques et une affection croissante pour le potentiel comique d'être constamment sous-estimé. Tobias avait depuis longtemps cessé de corriger ce malentendu. Les opinions des différentes espèces à son sujet variaient considérablement en fonction de leur position dans la hiérarchie de la galaxie. À moins que quelque chose ne tourne mal et ait besoin d'être réparé, les prédateurs supérieurs ne lui accordèrent que peu d'attention. Même alors, il lui parlait avec un ton lent et délibéré, habituellement associé aux enfants très lents. Reconnaissant le talent quand il le voyait, les espèces herbivores le traitaient avec une considération prudente, évitant les ramifications sociales de la reconnaissance ouverte des capacités d'un être inférieur. Tobias avait découvert une camaraderie qui était presque réelle parmi les autres espèces de maintenance. En entretenant les systèmes incroyablement complexes de la station, il était devenu un allié informel de Glix, un ingénieur respirant du méthane originaire du système Taeti. Ils avaient établi une relation de travail agréable, basée sur le respect mutuel et une frustration partagée envers leurs supérieurs supposés, tout en communiquant par le biais d'un logiciel de traduction qui parfois buguait et produisait des phrases comme « Les recycleurs atmosphériques éprouvent des difficultés émotionnelles ». Un état d'esprit presque zen s'était formé dans l'esprit de Tobias concernant son travail. Une histoire se déroulait dans chaque couloir. Il y avait un petit quelque chose à propos de l'espèce qui laissait une tache et un petit quelque chose à propos de la comédie cosmique des interactions interplanétaires dans chaque échec technologique. Il glissait dans la station avec la grâce d'un fantôme, observant, comprenant et évitant de temps en temps des crises diplomatiques qui pourraient déstabiliser des systèmes stellaires entiers. Grâce à son expérience étendue, il avait une compréhension approfondie de la disposition de la station Nexus. Tobias connaissait bien tous les recoins cachés de la station, les tunnels de maintenance, les points d'accès d'urgence et les espaces publics, même si les plans officiels ne montraient que les régions proclamées et les espaces publics. Sa compréhension des rouages internes de la station avait été bénéfique à plusieurs reprises, mais il était prudent de ne pas trop en montrer. Malgré son manque d'intérêt pour les rôles de leadership formel, les autres travailleurs de maintenance ont commencé à le considérer comme un chef de facto, car il incarnait une qualité extrêmement précieuse pour eux. Compétence et bon sens travaillant ensemble.
Tobias se retrouva dans le rôle de traducteur entre des espèces qui avaient passé des générations à perfectionner leur capacité à ne pas se comprendre, ce qui s'avéra utile lorsque des problèmes nécessitaient la coopération de plusieurs départements. Comme la plupart des découvertes révolutionnaires, celle qui allait changer le cours de l'histoire a commencé par un simple dysfonctionnement et une porte inappropriée déverrouillée. Avec son ensemble d'outils habituels et un thermos de café qui était devenu presque sentient à cause de l'exposition prolongée au champ de gravité artificiel, Tobias effectuait son inspection nocturne des étages supérieurs de la station. Quand il prit conscience d'une particularité dans le passage qui menait aux zones restreintes. Les utilisateurs prévus de l'aile de la nurserie Apex, connue sous le nom de niveau de sécurité ultra élevé Oméga 7, étaient les espèces prédatrices autorisées et les individus responsables de leurs soins. Le fait que son entrée principale soit entr'ouverte, illuminant la plaque de pont poli avec un rectangle joyeux de lumière douce, indiquait soit une brèche de sécurité désastreuse, soit une erreur exceptionnellement stupéfiante. Avec la serpillière suspendue à mi-chemin entre le sol et une tâche particulièrement tenace causée par la dernière explosion de colère de l'ambassadeur Cattenhall, Tobias interrompit sa routine de nettoyage. Signaler immédiatement la violation de sécurité et continuer sa ronde serait la chose appropriée à faire. S'assurer que la porte était verrouillée et laisser les experts mener l'enquête serait la chose responsable à faire. Malheureusement, c'était la nature humaine de mener sa propre enquête et ensuite de s'inquiéter des résultats. Il s'avança prudemment vers la porte ouverte, espérant une agréable surprise, malgré son expérience de déception. La nurserie adjacente était une merveille d'ingénierie, conçue pour répondre aux exigences uniques des nombreuses espèces de prédateurs supérieurs de la station. De subtils bourdonnements émanaient des processeurs atmosphériques logés dans les murs qui contrôlaient précisément l'humidité et la température à travers la vaste pièce. Cela aurait dû être un mélange de lever de soleil de midi et de crépuscule, mais le système d'éclairage parvenait à établir une étrange harmonie en simulant les cycles de lumière de nombreux mondes natals à la fois. Au lieu de la technologie stupéfiante, ce sont 3 groupes distincts d'êtres minuscules et très angoissés qui ont attiré l'attention de Tobias alors qu'il s'accrochait au mur opposé de la pièce principale. En raison de son expérience en ingénierie, il était capable de voir des problèmes comme celui-ci en un éclair. Quelqu'un avait apparemment abandonné une garderie de fortune pour les enfants interespèces. Le poil hérissé, les petits colanies, étaient entassés contre le mur du fond. Ils étaient à peine plus gros que des chats domestiques, mais ils montraient déjà la croissance musculaire qui ferait d'eux des armes vivantes. La peur et la confusion remplissaient leurs grands yeux, adaptés à la chasse en faible luminosité. Les jeunes vortex, leurs écailles juvéniles encore souples et translucides, formaient une formation défensive redoutable, si seulement ils n'avaient pas tremblé. Blottis sous un perchoir artificiel qui imitait le penchant de leur espèce, pour les habitats montagneux, les poussins zéphyriens agitaient leurs plumes duveteuses dans une anxiété apparente. Quelque chose se tordit dans la poitrine de Tobias, et il savait que c'était la réaction unique de l'homme en voyant de petits animaux sans défense. La même pulsion primitive qui faisait boire les biologistes évolutionnistes était également responsable de la domestication des loups par son peuple, de l'adoption d'animaux abandonnés et d'autres perturbations de l'ordre naturel. Un aspect plus raisonnable de sa pensée lui faisait remarquer que c'étaient les descendants des prédateurs les plus redoutables de la galaxie des créatures dont les parents pouvaient le réduire en pièces avec une facilité déconcertante. Ils étaient terrifiés seuls et avaient besoin d'aide selon le côté émotionnel de son esprit, qui n'avait jamais été très bon en logique. Être humain dans un cosmos qui n'avait toujours pas décidé quoi faire de nous,
rendait la décision moins comme un choix et plus comme une conséquence inévitable. Fermant la porte derrière lui, Tobias entra dans la nurserie. Il n'essayait pas de s'enfermer, mais plutôt d'empêcher les bébés de se perdre dans les couloirs et d'effrayer les animaux qui n'avaient pas encore compris comment distinguer les prédateurs adultes de leurs jeunes sans défense. Les expressions des petits en le regardant étaient un mélange d'épuisement et de désir fervent. N'importe quel parent galactique aurait sûrement pu identifier cette combinaison immédiatement. Le fait que les créatures apparemment les mieux placées pour s'occuper de ces enfants les aient apparemment laissés pour s'occuper de questions diplomatiques plus urgentes, laissant leurs possessions les plus précieuses entre les mains de systèmes écologiques et de systèmes d'alimentation automatisés, ne lui échappait pas. La prochaine chose qui s'est produite a été la pièce de théâtre interespèce la plus inconfortable de l'histoire de l'univers. Occasion dans l'histoire de l'univers. Conçu par une personne qui avait perfectionné ses compétences en matière de garde d'enfants, grâce à un mélange de manuels techniques et de nombreuses tentatives et erreurs avec des processeurs météorologiques hautement imprévisibles. En observant attentivement les schémas de comportement des enfants et en essayant de déterminer ce dont ils avaient besoin immédiatement, Tobias s'approcha des enfants terrifiés avec le même soin méticuleux qu'il utilisait pour diagnostiquer des machines cassées. Comme il l'a vite appris, les contrôles environnementaux de la crèche avaient été mis en place par quelqu'un qui connaissait bien les exigences théoriques, mais n'avait clairement jamais eu affaire à de vrais enfants. Les systèmes thermorégulateurs des enfants étaient encore en développement, d'où une température trop basse pour leur confort. Le cycle d'illumination était programmé pour coïncider avec les horaires diplomatiques au lieu des cycles de sommeil naturel des cerveaux en développement qui privilégiaient le repos par rapport à la commodité bureaucratique. Tout d'abord, il a adopté une approche plus pragmatique en modifiant les systèmes environnementaux pour produire des microclimats plus propices à la maturation des différentes espèces. Pour éviter que leur fourrure ne devienne cassante, les petits canis avaient besoin de températures légèrement plus élevées et de plus d'humidité. Pour que les jeunes voraces puissent absorber les minéraux de leur nourriture, ils avaient besoin de plus de temps au soleil. Les courants d'air qui imitaient les brises de montagne de leur monde natal étaient nécessaires pour empêcher les systèmes respiratoires des poussins apeuriens en développement de se congestionner. Ces modifications qui ont nécessité peut-être 20 minutes de calibration méticuleuse ont eu un impact immédiat et profond sur le comportement de l'enfant. La petite Kehlani a cessé de trembler et a exploré prudemment son environnement. Le jeune Vorak sortit de son groupe protecteur et commença à explorer les nombreux jouets et gadgets d'enrichissement de la zone. En préparation pour prendre leur envol, les jeunes Zafiriens ont commencé à épingler leurs plumes et à faire des exercices d'ailes. La différence entre la théorie et la pratique se montrait le plus clairement dans le scénario de l'alimentation. Tous les besoins nutritionnels de chaque espèce étaient satisfaits par les repas qui provenaient des distributeurs automatiques. Ce qui leur manquait cependant, c'était l'élément social de l'alimentation qui est essentiel pour la croissance saine des créatures intellectuelles. Personne ne pensait à quel point les repas devraient être des événements sociaux qui renforcent les relations au sein de la meute et enseignent les normes de comportement. Par conséquent, les petits mangeaient suffisamment pour survivre, mais pas assez pour s'épanouir. De manière inattendue, Tobias a assumé le rôle de chef de meute, inspirant les enfants à manger, en montrant un intérêt sincère pour ce qu'ils mangeaient et en établissant de bonnes connexions entre manger et d'autres émotions positives. Leur ronronnement produisait une vibration subsonique qui semblait calmer tous les chatons de Kehlani, et il a découvert qu'ils réagissaient positivement à un léger contact physique pendant qu'il les nourrissait. Les jeunes Vorak avaient besoin à la fois de renforcement positif et de la fausse impression de compétition.
Ils mangeaient plus librement lorsqu'ils pensaient se disputer une quantité limitée de nourriture. Afin de mettre en valeur leur capacité motrice en développement, les poussins zaphiriens ont besoin de stations d'alimentation surélevées. Au fil des heures, un événement extraordinaire a commencé à se dérouler. Les murs infranchissables entre les espèces étaient en réalité beaucoup plus perméables aux esprits qui n'avaient pas appris à avoir peur de la différence même s'ils semblaient impénétrables aux adultes. Les petits Kélani ont découvert que les petits Vortash leur procuraient une agréable chaleur, alors ils ont commencé à somnoler à côté de leur ami écailleux. Alors que leurs compagnons terrestres fournissèrent la coordination physique nécessaire pour des activités plus compliquées, les poussins zaphiriens ont découvert que leur vue perçante en faisait d'excellents guetteurs pour les jeux nécessitant une conscience spatiale. À la suite de l'introduction par Tobias de nouvelles activités basées sur les capacités physiques, le jeune Vorak, le poussin Zaphirian et le petit Kélani ont tous pu travailler ensemble pour surmonter les obstacles. Une espèce intérieure a évolué en conséquence. Accomplir des choses que la génération de leurs parents aurait jugées inimaginables. Des jeunes qui ont immédiatement compris la valeur d'un éventail diversifié de compétences comme un atout plutôt qu'un handicap. Alors que la nouvelle des activités étranges se répandait dans toute l'aile de la nurserie, d'autres membres du personnel de maintenance ne pouvaient s'empêcher de le remarquer. Alors qu'il effectuait son examen habituel des processeurs atmosphériques, Glix entra et trouva Tobias en train d'instruire les petits dans des exercices fondamentaux de résolution de problèmes à l'aide d'instruments de maintenance. Après que la nouvelle se soit répandue parmi les êtres interconnectés responsables du bon fonctionnement de la station Tobias, a commencé à recevoir un flux constant de volontaires qui apportaient avec eux de la nourriture, des jouets et des connaissances sur le développement infantile tirées des coutumes de leur propre espèce. Le superviseur de la maintenance aquatique a apporté des activités aquatiques qui étaient excellentes pour pratiquer la dextérité avec les petits doigts. Afin de favoriser le développement cognitif des trois espèces en même temps, l'ingénieur cristallin a conçu des activités de résonance acoustique. Malgré ces odeurs dangereuses, l'expert en gestion des déchets turiens a surpris tout le monde en étant assez doué pour créer des parcours d'obstacles qui mettaient à l'épreuve leur capacité de coordination en développement. Un phénomène extraordinaire a émergé de ce qui avait commencé comme un effort modeste pour aider les jeunes abandonnés. La coopération plutôt que la domination, l'aide mutuelle plutôt que la rivalité et le devoir collectif plutôt que le contrôle descendant caractérisent une société interspécifique saine. Les enfants y prospéraient, dépassant les normes établies par leur propre espèce. Les spécialistes du développement infantile, tant en termes de croissance sociale que cognitive, Tobias savait pour avoir étudié l'histoire de l'humanité et la politique galactique que les paradis ne duraient jamais. Le réseau informel de renseignement de l'équipe de maintenance a commencé à recueillir des rapports sur le retour des délégations et des annonces majeures qui devaient être faites dans les canaux diplomatiques restreints et les réseaux de communication de la station devenaient plus occupés avec un trafic diplomatique urgent. Plusieurs signes avant le retour du Predator mèrent des développements inattendus qui ont commencé par de petits changements dans la manière dont la station communiquait et sont progressivement devenus une panique contrôlée. Des messages diplomatiques ont été envoyés en premier en utilisant des lignes cryptées censées être sécurisées, mais que l'équipe de maintenance avait appris à surveiller pour survivre. L'étape suivante consistait à activer des mécanismes de confinement qui n'avaient pas été utilisés depuis la tristement célèbre explosion de l'ambassadeur 3 cycles auparavant, puis il y a eu une demande de mesures de sécurité plus strictes. La matriarche de la délégation Caniverit fut la première à arriver et elle amarra son élégant véhicule personnel avec une impatience à peine contenue.
Avec l'élégance sans effort d'un prédateur inné, elle sortit de son vaisseau. Quelque chose qui ressemblait de manière troublante à la terreur brisa son comportement normalement composé. Trouver ses enfants, en ce moment, était plus important que d'assister au briefing diplomatique ou de s'engager dans les négociations commerciales qui l'avaient amené dans cette zone de l'espace. Des tremblements de terre d'un genre qui suggérait que le vaisseau de la délégation Vorak avait heurté les baies d'atterrissage de la station plutôt que de s'y amarrer servaient d'annonce de leur présence. Après être sorti du vaisseau, la mère de la couvée sectaire était dans un état de fureur à peine contenu. Les techniques de refroidissement d'urgence dans les couloirs adjacents étaient nécessaires à cause de son énorme silhouette qui irradiait de chaleur. Les motifs de stress ont décoloré ses écailles habituellement impeccables. Et le regard dans ses yeux trahissait le départ imminent d'un individu. Du haut du ciel, le contingent zaphirien est tombé comme un front de tempête. La superstructure de la station fut secouée par les ondes de pression causées par l'entrée atmosphérique. Son vol a été piloté de manière experte à travers la procédure d'amarrage par le commandant Kazara. Même un spectateur pouvait voir qu'elle était tendue avec ses serres qui se contractaient constamment comme si elle essayait de déchirer quelque chose. Après leur mission diplomatique séparée, les trois groupes de mamans prédatrices sont revenus pour découvrir ce que tous les parents redoutent le plus. Aucun de leurs enfants n'a pu être retrouvé. Malgré ses meilleures intentions, la crèche autrefois sécurisée était devenue un refuge dangereux pour les nourrissons. Personne ne pouvait être trouvé qui était en charge de cette protection. Après plus de 3 cycles de tentatives pour contacter les superviseurs absents de la crèche, le commandement de la station a finalement admis qu'ils avaient un problème avec quelque chose de plus complexe qu'une simple négligence administrative. Les systèmes d'alarme se sont éteints, l'équipe de sécurité a été envoyée et l'espèce la moins équipée pour se défendre a commencé à être blâmée comme si elle était tirée vers le bas par une main invisible. Les ouvriers de maintenance ont été interrogés en profondeur, leurs logements inspectés et leurs actions étudiées pour trouver des signes de complicité avec ce qui était maintenant qualifié d'enlèvement au lieu de crise de garde d'enfants. La panique croissante dans les réseaux de données de la station a alerté Tobias qui s'occupait discrètement des enfants disparus dans la nurserie restreinte de la catastrophe imminente. Ensemble, les mères prédatrices cherchaient avec la précision de créatures dont l'histoire évolutive incluait la chasse au plus haut niveau de la chaîne alimentaire. Afin de retrouver leurs petits, le groupe Kolani a utilisé leur sens de l'odorat aiguisé. Le groupe Vorak a utilisé l'imagerie thermique pour trouver tous les endroits où leur progéniture frigorifiée pourrait se cacher. D'en haut, les Zaphirans ont inspecté les étages supérieurs de la station. Leur excellente vision leur permet de détecter des mouvements dans des endroits où les recherches terrestres conventionnelles pourraient échouer. L'atmosphère à la station devenait de plus en plus tendue à mesure que les recherches avançaient. Les espèces qui cohabitaient autrefois en paix commencèrent à se regarder avec méfiance. À leur retour dans leur quartier, les délégations d'herbivores ont activé leur système de sécurité individuel. Les espèces de maintenance étaient sous surveillance continue, chaque action étant étudiée à la recherche de signes de méfaits. Avec la clarté qui accompagne un sentiment de malheur imminent, Tobias a reconnu que sa situation était passée de désagréable à potentiellement mortelle. Lui et les jeunes disparus étaient bloqués dans la crèche. Les systèmes de sécurité de la station avaient été configurés pour empêcher tout mouvement non autorisé et 3 groupes de parents meurtriers cherchaient méthodiquement leurs enfants. Utiliser le système de communication d'urgence pour communiquer le problème immédiatement aurait été la chose rationnelle à faire.
Finalement, cependant, les enfants avaient de pris une routine avec leurs horaires de sommeil. Leurs parents auraient eu des crises cardiaques s'ils les avaient trouvés recroquevillés dans un tas d'espèces différentes. Leur confiance en lui grandissait et ils commençaient à le voir comme un rouage essentiel dans la roue de leur meute. Même si tenir sa promesse pouvait le faire ressembler à un chiffon sale sur les murs de la crèche, l'idée de trahir leur confiance en les quittant brusquement pour affronter le chaos extérieur était indéfendable. Alors que les chasseurs se rapprochaient de leur proie, les sons de la recherche s'intensifiaient entrecoupés de bruits de conversation qui signalaient leur progression. Tentant de trouver une méthode d'explication qui ne mènerait pas à un démembrement imminent, Tobias se sentit plus à l'aise parmi les oursons endormis. Enfin, la confrontation arriva et son timing dramatique était tout droit sorti d'une pièce de théâtre bien mise en scène. Si la plupart des pièces de théâtre présentent la possibilité que divers prédateurs suprêmes réduisent le protagoniste en atomes, la porte principale de la crèche se referma avec une force suffisante pour bosseler le cadre renforcé exposant 3 manifestations terrifiantes de la colère maternelle. Avec l'élégance furtive d'un chat de chasse, la matriarche verte fut la première à entrer. Son regard avide balaya la pièce. Après des heures de chasse, sa fourrure normalement soyeuse paraissait un peu ébouriffée et ses griffes étaient sorties comme si elle était prête à attaquer à tout moment. L'entrée était engloutie dans un mur vivant d'écailles et une fureur à peine contenue, alors que la mère couveuse, Sectar, se tenait derrière elle. Sa silhouette colossale chauffait l'air au point de le faire scintiller. Avec ses ailes déployées, le commandant Kazara s'envola à travers l'ouverture, affichant un air de contrôle absolu qui aurait rendu les êtres inférieurs immédiatement soumis. Alors que leur sens aiguisé prenait conscience de la situation, les 3 mamans s'arrêtèrent brusquement. Ils n'avaient pas disparu. Néanmoins, plutôt que d'être asservis ou effrayés, leurs enfants faisaient une soirée pyjama imprévue. Les petits étaient blottis en un tas douillet près du centre de la nurserie, avec Tobias servant de coussin vivant pour les plus jeunes. Les petits Kelani, endormis, s'étaient blottis autour de lui, leur ronronnement à peine audible. Ses genoux étaient occupés par les jeunes Vorak dont les écailles brillaient sous la douce lumière. Leur plumage duveteux formait une couronne inhabituelle mais étrangement charmante, tandis que les poussins zaphiriens déposaient leurs œufs dans ses boucles. Une série d'expressions différentes traversa le visage de la mère en succession rapide. Parce que cette situation ne correspondait à aucune de leurs idées préconçues, leurs esprits prêts au combat se sont d'abord désorganisés. Ensuite, l'horreur s'installa lorsqu'ils virent que leur progéniture meurtrière semblait se porter à merveille. Alors que les conséquences de la scène commençaient à m'envahir, quelque chose qui me faisait peur ressemblait enfin à de la honte. Avec un visage digne de quelqu'un qui avait atteint un point de rupture depuis longtemps, Tobias fixa les 3 mères prédatrices, sa posture tenue uniquement par une détermination absolue et un refus de laisser les petits endormis être réveillés. « Bonsoir », dit-il doucement en prenant soin de ne pas réveiller les enfants. « Alors je suppose que vous êtes ici à cause de vos enfants. » En détectant l'arôme reconnaissable de leur mère, les petits Kolani se réveillèrent de leur sommeil et fixèrent leurs grands yeux tombants sur Vérit. Cependant, en raison de leurs instincts protecteurs naturels, ils se rapprochèrent de Tobias, plus que leur mère ne l'avait prévu, ce qui fit baisser ses oreilles d'étonnement. Les jeunes Vorak ont également reconnu Sectar, mais ils ne semblaient pas vouloir sortir de leur endroit confortable. Les jeunes oiseaux aperiens émettaient quelques faibles gazouillis à l'adresse de Kazara, mais ils ne bougeaient pas de leur nid. Quoi? Parvint à articuler Vérit, sa voix exhalant une immobilité inquiétante qui précède souvent des actes de violence choquants. « As-tu fait quelque chose à nos petits ?» Tobias réfléchit à diverses réponses, certaines sincères, d'autres diplomatiques, et d'autres encore follement imaginatives,
mais il finit par opter pour l'honnêteté. Pendant que leurs parents étaient en voyage d'affaires diplomatique, je me suis assuré qu'ils étaient nourris, qu'ils étaient à l'aise et qu'ils étaient en sécurité, a-t-il dit. Sous tous les angles, ils ont été des hôtes parfaits. Ce genre d'impact est généralement lié à de petites armes nucléaires. Les motifs de stress de la mère de la couvée sectaire prirent une teinte effrayante, tandis que les plumes de crête du commandant d'escadre Kazara se dressèrent dans une démonstration qui laissait présager son attaque aérienne imminente.